à tous, merci d'être très nombreux alors que c'est bientôt la pause déjeuner, mais pas encore, je vous dirai. On va parler sur cette première édition parisienne du World Impact Summit, on va parler de circularité et d'industrie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie en France ne va pas très bien, malgré les plans de relance. L'actualité, malheureusement, est réelle. Néanmoins, il y a des acteurs qui comptent bien y réintroduire de la valeur. On va parler de valeur aujourd'hui. Dans cet intitulé de table ronde, il y a un mot qui me tient à cœur, c'est valeur, création de valeur avec un S, de chaîne de valeur. On va parler de ça aujourd'hui avec nos invités que je suis ravie d'accueillir pour cette table ronde pour 50 minutes où on va avoir du concret, des témoins, des faiseurs, des facilitateurs. Bienvenue, j'invite sur scène Renaissance, Sixtine Jourdroussel, Bastien Rambaud et Laurence Méhaignerie. Bienvenue. Il n'y a pas de plan de table, c'est comme à la maison. Merci. Alors, il paraît que la face cachée d'Homo economicus, c'est l'Homo detritus. On va tenter de montrer qu'un autre futur est possible, évidemment. Sur cet événement, des politiques sont venus hier et cet après-midi également. Alors, vu l'heure, nourrissons-les. Donnons-leur des solutions, montrons-leur que dans les territoires, il y a des richesses à créer avec cette condition qui est la circularité. Alors, on se dit que finalement, créer une écologie désirable, c'est exactement la raison pour laquelle on est tous réunis sur ce sommet aujourd'hui et hier. Or, avec l'économie linéaire, ce dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas d'économie désirable, parce que la vente de volume, finalement, détruit la valeur en détruisant notre compétitivité qui se dégrade mécaniquement, ainsi que notre santé mentale un petit peu. Parce qu'on ne maîtrise plus les prix, on ne maîtrise plus les matières premières, on ne maîtrise plus les lieux de production, d'extraction, et en plus, l'énergie fossile peu chère, c'est terminé. Donc, plus les risques géopolitiques, il n'y a rien de désirable là-dedans. Aujourd'hui, on va démontrer que la circularité crée de la valeur et est désirable. C'est notre impératif du jour. Donc, ce que j'aimerais vous demander à tous, c'est de vous présenter rapidement et peut-être aussi de donner les liens qu'il peut y avoir entre vous, puisque Laurence et Bastien, il y en a, donc ça va être l'occasion d'en parler. Donc, on va parler d'effets d'entraînement, de coalition, et je crois qu'on a des grandes représentantes de coalition aujourd'hui. On va parler de favoriser l'élan citoyen et d'irriguer l'économie sur les territoires. Donc, la première petite intervention, c'est présenter vos structures et en quoi elles contribuent à l'économie circulaire industrielle. Vous avez... Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Sixtine Jourdroussel, je représente aujourd'hui l'entreprise Circulaire, qui est une entreprise donc spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des organisations vers l'économie circulaire, et on fait ça au travers de différents leviers, le conseil, la formation, un club qui réunit des grandes entreprises, des institutionnels et des porteurs de projets d'économie circulaire autour donc de la circularité. Et pour illustrer les liens, Célia, juste ici à ma droite, est membre de ce club circulaire. Et le dernier levier, c'est celui des coalitions, en effet, que je dirige, donc ce pôle. Et on a une douzaine de coalitions sur des sujets de circularité. En fait, on réunit des entreprises, majoritairement des grandes entreprises, quand elles doivent se réunir pour craquer un sujet de circularité qu'elles ne pourraient pas craquer si elles étaient seules. Donc notamment pour des logiques de volume, des logiques de massification de flux, des logiques d'influence. Et donc je vous en illustrerai certaines au fur et à mesure de la discussion. Très bien. Célia ? Bonjour, donc moi je suis Célia Renson, je suis la cofondatrice et la directrice générale de Réseau Vrac et Réemploi, qui est une fédération professionnelle qui réunit les entreprises de la filière du vrac et du réemploi des emballages. Notre problématique, c'est de s'attaquer aux déchets d'emballage jetable et de pouvoir apporter une solution, parce qu'on a toujours besoin d'emballage, mais que ceci puisse durer longtemps.
et qu'on puisse les utiliser de nombreuses fois. Donc on fédère plus de 400 entreprises de la filière, metteurs en marché, distributeurs et au milieu tous les apporteurs de solutions du réemploi. Donc ceux qui vont fabriquer des emballages réemployables, ceux qui vont venir les collecter, fabriquer les machines pour déconsigner les emballages ou bien les laver et suivre toute la traçabilité. Pour réduire les déchets d'emballage jetable, on accompagne la construction de ce marché qui est en expansion et l'un de nos principales missions, c'est de faire du lobbying. Donc de faire évoluer le cadre législatif pour que celui-ci puisse intégrer le réemploi dans ses solutions et faire changer les choses. Et en tant que fédération professionnelle, bien entendu, on fait de l'animation de filière, des groupes techniques et on a aussi développé des outils pour promouvoir cette filière avec une grande campagne de sensibilisation citoyenne et un salon qui s'appelle Reuse Economy Expo et qui a lieu en mois de mai à Porte de Versailles et qui réunit tous les secteurs du réemploi, de l'emballage au mobilier, en passant par les équipements, le bâtiment, le textile et la construction. Très bien, le rendez-vous est pris. Bastien. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Rambaud. Je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Vesto, qu'on a créée en 2020. Vesto, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est reconditionneur de matériel très fortement technique. Pour décrire notre métier très simplement, on ramasse les déchets là où ils sont, en particulier les déchets de cuisine. Donc on ramasse des cuisines qui vont partir à la benne, dans des restaurants d'entreprise, dans des restaurants traditionnels, dans des collèges ou dans des lycées. On rapatrie tout sur une usine qu'on a créée qui est à Compan, au bout des pistes de Roissy, dans le nord de l'Île-de-France. Et là, on va trier pour réussir à récupérer 80% du matériel qu'on a collecté. 20% vont être orientés ensuite vers le recyclage. Une fois qu'on a collecté le gisement réemployable, on va venir le reconditionner, donc avec des étapes de réparation technique, du changement de pièces détachées et énormément de nettoyage avant de le remettre en circulation partout en France. En 2020, on a créé notre activité dans la restauration parce qu'on venait de cet univers-là et qu'on était un petit peu choqués de voir des fours qui sont faits pour durer 25 ans, qui pouvaient être jetés au bout de 2 ou 3 ans. Petit à petit, on s'est rendu compte que la restauration était évidemment l'un des secteurs dans lesquels le réemploi faisait extrêmement sens. Déjà parce que les machines sont faites pour durer extrêmement longtemps. Ensuite parce que c'est un secteur qui est à 50% utilisé par la commande publique. Et donc on met des machines dans des collèges et des lycées. On met des machines dans des événements sportifs, comme par exemple les JO. Et on se retrouve avec des sujets de machines qui sont très peu ou très mal utilisées. Ce qui fait vraiment sens pour faire de l'économie circulaire. Mais si on s'est rendu compte que la restauration faisait sens en économie circulaire, on s'est aussi rendu compte que c'était loin d'être le seul secteur dans lequel c'était le cas. Et petit à petit, on a déployé Vesto dans de nouvelles verticales. Aujourd'hui, on fait du réemploi aussi dans le froid commercial. On travaille notamment pour Picard, avec lesquels on a une très belle boucle de circularité interne. On a appris à reconditionner du matériel médical. On reconditionne aujourd'hui des échographes. Et on intervient aussi dans le secteur du BTP, dans lequel on va reconditionner à la fois de l'outillage, mais aussi des engins de levage, des gerbeurs et des transpalettes électriques. Tout ça, on l'a fait avec un esprit start-up, mais aussi un esprit start-up industriel. Donc il a fallu ouvrir une usine, créer une équipe. On est aujourd'hui 55 personnes à travailler entre la production et le développement de l'entreprise. On l'a fait en respectant les codes qui sont ceux de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est vraiment le terreau de l'économie sociale et solidaire. Chez Vesto, on crée des parcours pour des sorties d'insertion. Et on a des salariés qui viennent chez nous après avoir fait des parcours d'insertion chez Envie, chez Emmaüs, et qui viennent s'intéresser dans le temps long. Et on l'a fait avec les codes de l'industrie, donc des codes qui nécessitent du capital. Et on a levé 3 fois des fonds. On parlait tout à l'heure des liens qui peuvent nous unir les uns aux autres. Grâce à Citizen Capital, Laurence va nous parler dans une minute, on a pu financer une des belles étapes de cette croissance. Et aujourd'hui, on continue à déployer ça, à la fois donc chez Vesto, dans les filières qu'on a, mais on essaie aussi surtout de structurer une filière de l'économie industrielle au sein d'une association qui s'appelle EC 2027, qui porte les sujets de l'économie circulaire et qui mène à nous structurer, nous, acteurs de la circularité, comme une filière industrielle d'avenir pour la France. Merci. Et Laurence? Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai cofondé Citizen Capital, qui est un des premiers fonds d'investissement à impact en France. C'était en 2008, donc ça fait quelques années maintenant. La philosophie de Citizen Capital, c'est de considérer que le capital est au service de la société.
et non l'inverse. On vit plutôt sur l'inverse depuis 40-50 ans. Donc, dans les secteurs qui nous semblent répondre à des besoins fondamentaux, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le climat, il y a l'économie circulaire, qui, je dirais, est un secteur émergent, mais plus mûr qu'il y a quelques années. Enfin, je le constate par rapport à il y a 5-10 ans. Et on investit aussi dans l'agriculture, avec 2 fonds, dont un qui porte du foncier agricole. Voilà, on a dû faire une 50aine d'investissements et notre plus récent est Vesto, donc on est heureux actionnaire de Vesto. Merci. Alors, vous avez tous explicité ce que vous faisiez et vos liens. Moi, je fais de la com avec Look Sharp, mon agence. Et il y a les mots sont hyper importants. Au départ, j'avais prévu de vous faire répondre à un quiz pour que chacun puisse définir des mots précis qui concernent l'activité qui vous nourrit et qui vous fédère aujourd'hui. Parce que ces mots sont parfois circularité, ça fait un peu tarte à la crème. Et c'est très technique. En fait, tous ces termes derrière, il y a réemploi, reconditionnement, modularité, éco-conception, logistique inverse, réparabilité. Mais on va irriguer vos discussions avec ces mots et s'il y a besoin de clarification, je compte sur vous. Donc ma première question, ça va être finalement l'industrialisation du circulaire, donc faire ça en grand, que ça soit plus l'exception, parce qu'on a tous un très bel exemple d'économie circulaire. On a tous un exemple à citer, mais en réalité, on sait très bien que ça concerne très peu de l'économie. Donc, pour que ça soit en grand, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les enjeux? Quels sont les constats? Pour vite aller aux solutions, finalement. Célia, vous avez pris de la hauteur pour le réseau VRAC et Réemploi. Est-ce qu'on peut faire un balayage des enjeux rapide pour donner le contexte et le paysage? Oui, peut-être avec notamment le cadre législatif, parce qu'effectivement, quand on veut pouvoir développer à grande échelle une industrie qui a un fonctionnement différent du modèle économique actuel, donc effectivement, l'économie circulaire devrait être la norme aujourd'hui. Si on veut continuer à avoir un cadre de vie décent, on doit absolument apprendre à faire avec moins, à produire autant de richesses, mais en fait avec moins de matière et moins d'entrants. Donc ça devrait être notre norme. Mais comme ce n'est pas notre norme et que celle-ci, elle bouleverse notre économie, tu parlais effectivement de volume, on est aujourd'hui dans une économie de volume, alors qu'en fait, on devrait passer dans une économie qui apprend à gérer le stock de matières premières, le stock de ce qu'on a déjà fabriqué et qu'on a entre nos mains. Et donc ces modèles-là, ils ne sont pas forcément intuitifs quand toutes les chaînes de production, de conditionnement, les volumes, les prix de marché ont été calibrés pour fabriquer du volume. Donc la meilleure chose à faire pour transformer toute une société et faire en sorte que l'ensemble des acteurs y aillent en même temps, c'est la loi. On aimerait beaucoup pouvoir s'en passer et faire en sorte que ça émerge nativement du terrain. C'est le cas d'une entreprise comme Vesto et nous, parmi nos 400 entreprises, on en a plein qui se sont créées nativement pour ça, mais la majorité ne l'est pas. Alors la France a été beaucoup pionnière avec notamment la loi AGEC, mais étant donné qu'on est dans une économie internationale et principalement européenne pour les pays limitrophes, ça doit aussi concerner le cadre européen. Donc, par exemple, on a au niveau français la loi AGEC qui a cranté un certain nombre d'avancées. Tout d'abord, des objectifs à atteindre en matière de réemploi. Donc, on a fixé, par exemple, aux entreprises de mettre sur le marché 10% d'emballage réemployé en 2027, l'année prochaine. C'est demain. Voilà. Et on en est où? On en est à 1%. D'accord. Donc on se rend bien compte qu'effectivement la marche est encore grande. Cette loi-là, elle a fixé des objectifs, mais elle a aussi fixé des financements. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais si on veut qu'une économie se développe, il faut aussi donner les moyens aux acteurs de pouvoir faire cette bascule-là. Donc elle a donné des moyens pour financer l'économie du réemploi, de la réparation, à travers notamment des budgets alloués dans la part des éco-organismes, donc les éco-organismes qui collectent aujourd'hui
alors, j'essaie de ne pas rentrer dans les termes techniques, mais qui collectent une certaine quantité d'argent pour financer la fin de vie des déchets, le recyclage. On leur a dit, vous financez la fin de vie, mais financez aussi ce qui se passe avant. C'est l'économie du réemploi, de la réparation, avec une pocket money qu'on va appeler dans certaines filières un fonds réparation au réemploi. Dans les emballages, on leur dit, voilà, chaque éco-organisme doit avoir minimum 5% de son budget dédié à ça. Ça, c'est une grande nouvelle. C'est ce qui va clairement permettre d'amorcer le développement de cette filière. Et cette loi-là, elle a aussi fixé des objectifs en matière de communication. Parce que si on fait tout ça, mais qu'on ne communique pas sur le changement, rien ne s'accélère. Donc elle a aussi demandé aux éco-organismes de financer des campagnes de sensibilisation. Et elle a aussi fixé des obligations en matière d'information pour les consommateurs, avec un bonus réparation, une information sur les pièces détachées disponibles, etc. Donc ce type de crantage dans une loi, c'est assez... ça permet véritablement d'avoir un changement systémique. Après, là où il faut absolument être conscient, c'est que ce type de loi, si derrière on n'a pas le soutien politique qui va avec, parce que la loi sort, mais ensuite il y a des décrets d'application et il y a une volonté politique qui doit pousser pour soutenir sa loi. Les effets produits seront amoindris et c'est ce qui se passe aujourd'hui, oui. Typiquement avec la filière de l'emballage qui n'en est qu'à 1% alors qu'on doit être à 10% l'année prochaine. On se rend compte que quand une loi sort, mais qu'en fait l'écosystème autour, et notamment politique et économique, parce qu'on a traversé plusieurs crises depuis 2020, n'est pas au rendez-vous, malheureusement, les effets sont amoindris. Oui, d'où l'importance là d'être réunis pour continuer à la soutenir. Et tu parlais de gérer les stocks. Aujourd'hui, on en est à gérer la pénurie parce que la situation géopolitique et les bouleversements climatiques évidemment liés nous imposent ça. Tu parlais du temps aussi, depuis que la loi existe et puis la réalité. Je voudrais qu'on vienne un petit peu sur le sujet temps avec toi, Sixtine, circulaire à 10 ans. Vous avez eu le temps de voir évoluer le sujet chez les entreprises. Vous travaillez avec des grandes, des petites. Il y a aussi un esprit de coalition. Vous avez produit une étude de tendance. Est-ce que très rapidement, tu peux nous donner des signaux, idéalement des bons? Alors oui, je vais en donner un bon. C'est que donc on a produit cette étude de tendance pour un grand acteur institutionnel de l'économie circulaire sur les 5-10 dernières années. En effet, nous on existe depuis 10 ans et ce qu'on peut constater, c'est qu'on est passé de devoir démontrer le pourquoi de l'économie circulaire au comment. Maintenant, il n'y a plus besoin de convaincre les grandes entreprises sur l'intérêt de l'économie circulaire. Elles l'ont compris. En revanche, comprendre comment est-ce qu'on va passer à l'échelle, structurer, trouver les financements, être dans des logiques en effet de coalition pour massifier les volumes, pour peser sur les différents arbitrages pour que ça aille dans le bon sens, c'est plutôt ça la question en fait. Donc c'est ça qu'on retient. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est qu'on est sorti en fait d'une logique, on répond à des enjeux purement RSE ou environnementaux, à des enjeux business opérationnel pour les entreprises, et notamment parce qu'elles se sont rendues compte que ça avait un énorme impact sur leur supply chain, d'être capable de raccourcir les boucles, d'avoir une logique de sécurisation des approvisionnements. Et donc ça, on le voit notamment dans notre coalition Industrie Circulaire, où on a 10 grands industriels français. On est en train d'ouvrir la deuxième année là, de la coalition, qui est soutenue par le ministère de l'Économie et des Finances. Et elles ne sont pas du tout dans la coalition avec les directeurs RSE. Elles sont dans la coalition avec vraiment cet objectif de sécuriser les approvisionnements, de trouver des logiques de coopération sur les matières premières critiques et ou stratégiques pour la défense, le numérique, la transition énergétique. Et c'est vraiment en se mettant ensemble qu'elles vont pouvoir entrer dans ces logiques-là. Donc, en tout cas, les coalitions font partie de ces leviers-là, et notamment aussi, je le disais au début, pour faire de l'influence. Tu disais évidemment, ça change le jour où il y a des lois, mais pour qu'il y ait des lois, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui aillent expliquer quelles lois il faut faire. Donc il y a les réseaux VRAC et Réemploi, il y a EC 2027, il y a aussi les entreprises elles-mêmes qui ont un énorme rôle à jouer en direct avec le plaidoyer. Exactement, et il faut aussi des exemples pour montrer que c'est possible.
et qui explicite quel est le chemin, quelles sont les difficultés. Bastien, de ton côté, quand on a un petit peu préparé, tu disais que finalement... Et puis une industrie, ça se construit pour longtemps, donc les chaînes industrielles, une fois qu'elles sont là, c'est pour un certain temps, et que toi, tu dois, quand vous avez oscillé sur ce modèle industriel, tu te dis c'est pour longtemps, donc c'est de la planification. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand toutes les planètes ne sont pas alignées et qu'il faut bien s'y coller? Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a on est à un stade qui est exactement le même que d'autres filières industrielles lorsqu'elles sont nées. On a un besoin effectivement de planification, pas écologique, de planification industrielle. Quand on a créé Airbus, ça s'est pas fait du jour au lendemain avec quelqu'un qui est arrivé, qui a dit je sais comment faire voler un avion. Il y a eu une vraie planification, un écosystème qui a été créé, qui a été ancré localement, avec des écoles, avec des financements, avec de la commande publique. Et aujourd'hui, nous, on a exactement la même chose dans l'industrie circulaire, où on nous demande d'être déjà industriel, mais on a ce vrai besoin d'une planification industrielle. Et ça passe par chacune des étapes de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on doit nous former des gens qui ont été formés dans des parcours généralistes à ce que peut signifier la circularité. Donc on a des ingénieurs qui arrivent, des ingénieurs en génie industriel, ils n'ont jamais vu de leur vie une usine circulaire. Donc il faut inventer ce que va être une usine circulaire avec des gens qui ont été formés dans des écoles qui les ont formés à faire de l'industrie linéaire. Une fois qu'on a parlé de former les gens, on a un besoin capitalistique, on a un besoin de cadre réglementaire et on a évidemment un besoin de visibilité réglementaire. On parlait du cadre de la loi AGEC. Il y a deux choses qui me marquent énormément dans cette loi AGEC. Elle est incroyable. Si elle était respectée, honnêtement, on aurait un terreau industriel circulaire en France qui se porterait extrêmement bien. Mais elle a un article, l'article 58, qui demande aux collectivités d'allouer 20% de leur budget d'investissement à l'économie circulaire. L'année dernière, dans la famille de produits sur laquelle on est à moins de 1%. Et la loi, ce n'est pas pour l'année prochaine, les 20%, c'est pour 2024. Donc en 2024, on demande 20%, en 2025, on fait 0,7%. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de créer une filière industrielle, on construit les usines, on forme tout le monde, simplement, il manque des étapes dans le cadre. Et la deuxième chose dont on a besoin pour un cadre, c'est de pouvoir se projeter dans le temps long. Encore une fois, on parlait des éco-organismes, on parlait des fonds réemploi. On a reçu ce matin, donc le 5 ou 6 février, un email nous expliquant qu'à compter du 1er janvier 2026, les barèmes allaient être modifiés et plutôt pas à la hausse. Et ça, c'est un enjeu qui pour nous est crucial. On construit, on recrute, on embauche, on forme, on ouvre des usines parce qu'on est capable de se projeter dans le temps long. Mais on n'est pas capable de se projeter dans le temps long parce qu'on a une boule de cristal. On le fait exactement comme le font tous les industriels, c'est-à-dire avec de la prévision en regardant le cadre et en essayant d'avoir des études de prospective. Pour pouvoir faire de la prospective, on a besoin d'un cadre qui soit vraiment très établi, qui nous permette d'aller voir dans le temps long avec du rendement qui viendra, mais qui viendra à long terme, et surtout avec un cadre qui évolue peut-être un petit peu moins vite, mais qui évolue un petit peu plus certainement. Ouais. Et alors, tu as évoqué les besoins de financement. Laurent, c'est évidemment quand on réinvente l'industrie et qu'on parle de temps long, là, ça fait tiquer en termes de finances. Il y a eu plusieurs conférences sur la finance sur ce salon. On se rend compte que les lois de la finance n'ont pas changé, le ROI est exigé, quand on fait 6%, c'est pas bon, les concurrents font 10%. Comment est-ce qu'on finance ces modèles naissants quand on joue dans la cour des financiers classiques finalement? Quel a été votre parti pris, votre postulat, votre thèse d'investissement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle? C'est vrai qu'on est encore dans un monde où les modèles économiques sont construits sur l'hypothèse d'une croissance infinie, donc avec l'hypothèse que les ressources sont infinies. Donc on sait aujourd'hui que c'est erroné, mais les modèles économiques n'ont pas encore réellement changé. Et je pense que c'est, pour moi, un des apports de cette catégorie grandissante, enfin, j'espère qu'elle ne va pas stagner maintenant, mais des investisseurs à impact, c'est d'amener un nouvel élément dans l'analyse qui n'est pas uniquement le risque et le rendement, qui a abouti ces 40 dernières années en fait, à créer une économie qui était uniquement axée sur la maximisation de la valeur. Là, on réintroduit quelque chose qui dit, en fait, l'économie, elle est quand même au service de la société, de la population, de l'environnement. Donc ça doit rentrer en ligne de compte. Et nous, on a considéré que c'est la première chose qu'on regarde. C'est-à-dire d'abord, on va regarder si ça contribue
d'une manière claire à un enjeu économique ou social. Et ensuite, on va regarder si le modèle économique est viable. Et une fois qu'on parle de ça, de viabilité, en fait, si vous voulez répondre aux besoins fondamentaux, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir offrir des rendements de x2, x3, x4 à nos investisseurs. Et donc, une des missions, nous, qu'on s'est données dans les années 2020, les 15 premières années, on a voulu montrer que c'était possible quand même de rendre de l'argent en faisant de l'impact. On a réussi à le faire, j'espère, ce n'est pas encore fini nos fonds, mais... Et ensuite, on s'est dit, en fait, on ne peut pas financer juste des startups à très fort potentiel, on ne va pas régler les problèmes juste avec ça. Donc, on a commencé à financer d'autres types d'entreprises avec d'autres modèles de fonds. Donc, on a par exemple un fonds dans l'agriculture qui porte du foncier agricole sur 30 ans. Donc, c'est un fonds qui dure 30 ans avec des rendements qui sont plutôt autour de 2, 3, 4%. Et on va voir des investisseurs en disant, si vous voulez réellement avoir un impact sur la société, on a besoin aussi de fonds comme ça. C'est assez compliqué. Dans le cas précis de l'économie circulaire, il y a une autre donnée qui rentre en ligne de compte, hein, vous en avez parlé, c'est la loi et la réglementation. C'est vrai que nous, on intervient, les fonds interviennent à la fois en amont pour des gens comme nous, parce qu'une partie de notre mission, c'est de contribuer à structurer des filières naissantes, et puis on investit quand même dans des entreprises plutôt jeunes, dans des nouveaux entrants qui apportent quelque chose à l'économie de nouveau. Et en même temps, on est un peu en aval, parce qu'on a besoin quand même d'une certaine sécurité d'un point de vue réglementaire. Et un des constats aujourd'hui, d'ailleurs, du monde de l'investissement, c'est que les fonds qui ont investi, se sont beaucoup fondés sur la réglementation, ont plutôt échoué. Ce qui est ennuyeux, parce que tous les sujets liés à l'impact, que ce soit la santé, l'éducation, le climat, l'économie circulaire, reposent quand même sur une régulation forte. Et donc, quand vous entrez trop tôt, trop vite dans un secteur naissant, où les filières ne sont pas construites, le risque, c'est un peu ce qui est arrivé à Insect. Hein. Vous devez connaître la triste histoire de Insect, qui développait une filière de protéines végétales. Les insectes, c'est typiquement un endroit où certains investisseurs, et nous compris, parce qu'on est on a investi dans une autre société qui fait de l'élevage d'insectes par les agriculteurs. C'est une nouvelle forme d'élevage. Et des revenus supplémentaires potentiels. Avec un modèle beaucoup plus décentralisé, donc beaucoup moins mangeur de capitaux, et donc qui pour l'instant continue de se développer, mais les insectes, pour plein de raisons, la filière est encore très fragile. Et d'ailleurs, que ce soit les animaux ou les humains, voilà, il n'y a pas encore grand monde qui achète réellement ce type de protéines. Donc le fait, quand vous perdez tout, bon, en plus, Insect avait levé énormément d'argent. Perdre tout est non seulement un très mauvais signal du point de vue de l'investissement et du secteur, mais vous pouvez stopper carrément le financement d'un secteur entier pendant quelques années. Donc il y a un équilibre à trouver pour être au bon moment où vous pouvez commencer à financer un secteur qui n'est pas encore complètement structuré. Vesto, je trouve, est un bon exemple de ce point de vue-là. Donc c'est une question de timing, de soutien de la loi en régulation forte. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de freins, vous les avez évoqués. D'habitude, on parle du triangle de l'inaction, mais à vous entendre, c'est presque un Rubik's Cube de l'inaction. Il faut le prendre par tous les côtés en même temps et rien lâcher. La question de l'exemplarité de l'achat public est un bon exemple pour vous, je trouve. On va passer tout de suite à la question de la création de valeur avec un S qui passe forcément par le volume. Il faut passer à l'échelle, comme on dit, parce que
il y a plein de valeurs qui peuvent être créées. Les emplois, on parlait de l'industrialisation et de ses difficultés actuelles, mais là on parle bien d'emplois locaux ou plus locaux avec le circulaire, de l'insertion professionnelle, comme vous parliez, des coopérations territoriales, de l'ESS. Moi j'aimerais, donc là on va faire l'inverse, on commence par toi Laurence, qu'on parle des indicateurs de valeur. Quand vous prenez des décisions, alors que ce soit des décisions de soutenir certaines filières ou d'investir ou de monter une usine, etc., il y a bien des critères à un moment donné. Donc toi, tes critères pour investir, c'est quoi tes indicateurs de valeur qui sont forcément différents de la finance classique exactement. Et d'ailleurs, il faut massifier aussi la finance à impact, du moment qu'on définit l'impact. Donc c'est ton moment. Nous, on a une approche de l'impact qui est généraliste. Comme on va dans plusieurs types de secteurs, donc on peut avoir quasiment autant d'indicateurs d'impact que d'entreprises dans lesquelles on investit. Une fois cela étant dit, si on prend l'exemple de l'économie circulaire, il y a quand même des choses qu'on va regarder en particulier, et on va revenir beaucoup sur les tonnes de CO2 économisées. Mais pour prendre un exemple, par exemple, autre que Vesto, parce que je pense que Bastien en parlera mieux que moi, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Upcycle et qui revalorise des déchets d'industrie agroalimentaire pour en faire des ingrédients de haute qualité pour d'autres usages industriels. Typiquement, un des exemples, un des premiers ingrédients qu'ils ont utilisés de cette manière, c'est les pelures d'orange dans de la fabrication de jus. Eux vont récupérer la pelure pour la vendre à des industries cosmétiques, par exemple. Ils le font avec des extraits naturels, avec des épices, etc. Là, on va regarder les tonnes de CO2 évitées, qui sont globalement autour de 2 tonnes de CO2 évitées pour 1 tonne d'ingrédients upcyclés. Mais on va regarder aussi, par exemple, ça va avoir des impacts sur les économies d'eau douce, sur les hectares de terres arables cultivées. C'est pas toujours simple de trouver des indicateurs, et on a une tendance aujourd'hui à vouloir tout mesurer, voire même monétiser l'impact. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire, tout ça, finalement, ce que vous faites, c'est bien, il y a X tonnes de CO2 évitées, mais ça vaut combien ? Donc ça, c'est un mouvement actuel qui, pour moi, a ses avantages, mais aussi ses limites. Mais il y a une tendance à vouloir rendre à ce que l'impact soit tout de suite transcrit dans un langage business. Or, on a constaté qu'il y a beaucoup d'impacts qui ont énormément de valeur, qui ne peuvent pas fonctionner comme ça. Oui, notamment sur les côtés sociétaux du sujet, puis ça a contribué à galvauder le terme impact aussi, le fait que ce soit si difficile à aller chercher. Oui, mais par exemple, typiquement, un sujet qui nous a beaucoup intéressé sur Vesto, c'est l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. C'est clairement un impact qu'on a valorisé. Alors, on peut faire des économies des calculs de coûts évités pour la collectivité, etc. Vous pouvez faire des études très longues mais en fait, il y a énormément d'impacts qui ne vont pas être mesurables en coûts évités pour la collectivité. Que vous dire d'autre là-dessus Non, mais sinon, voilà. on y reviendra. Mais il y avait aussi un sujet, puisque je voudrais qu'on tire le fil de ce mot valeur, Bastien, sur ce qui m'a frappé quand on a discuté, c'est que tu disais que ça marche aussi parce que les produits initiaux ont de la valeur. C'est très difficile, et on y viendra avec le sujet de l'emballage, mais quelque part, ce qui marche, peut-être la raison pour laquelle vous avez été sur ce secteur, outre le potentiel volumique, c'est que ces fours, tu disais, ont de la valeur intrinsèquement, donc ça vaut le coup de faire du circulaire. Oui, bien sûr, c'est d'abord une valeur économique. Chez Vesto, donc nous, vu la technicité de l'usine qu'on a construite aujourd'hui, on est incapable de reconditionner des produits qui ont une valeur neuve inférieure à 2 000 €. Et ça tombe bien, dans la restauration, la valeur neuve des produits est plutôt aux alentours de 5 000 €. Pour autant, on voit l'apparition de marques low cost qui font des produits, ils appellent ça semi-pro, ça veut dire pas du tout pro,
Et donc un lave-vaisselle semi-pro, ça vaut plutôt aujourd'hui 800 €. Quand nous, on voit ces machines-là rentrer sur le marché, on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, quand elles arriveront, en fait, elles tiendront pas 5 ans, dans 18 mois, quand elles arriveront en seconde main, on ne pourra absolument rien en faire. Donc on parle de valeur et effectivement, nous, on défend une économie circulaire et des achats circulaires. En réalité, on défend surtout des achats faits pour durer longtemps dans le temps. Nous, on fait de l'allongement de la durée de vie, mais on ne peut pas l'allonger plus long que ce pourquoi le produit a été conçu. Et là, on commence à avoir du coup un alignement de valeurs avec certaines personnes qui ne font pas de l'économie circulaire, qui font de l'économie linéaire, qui sont des fabricants, mais qui par contre travaillent avec des valeurs qui sont les mêmes que les nôtres. Et pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose, quand on rencontre une nouvelle entreprise, on sait très vite si on va pouvoir travailler ensemble ou pas, et c'est des notions de valeur, c'est des notions de... Est-ce que ça allume notre signal d'alerte de gens qui essaient de maximiser le profit qui parle court terme, ou est-ce qu'on travaille avec des gens du temps long? Plein d'industriels qui travaillent extrêmement bien, qui fabriquent des biens qui sont faits pour durer. On sait que c'est des biens sur lesquels on va pouvoir donner une deuxième, voire une troisième ou une quatrième vie. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et on se rend compte aussi dans ce cas-là que ces entreprises-là, elles sont souvent challengées par les mêmes choses que nous. Elles souffrent aussi de devoir se projeter dans du temps long, construire des usines en France, ce qui est très difficile aujourd'hui, et elles souffrent de la même chose, c'est-à-dire l'accélération des cycles économiques, l'ultralibéralisation qui fait qu'on se retrouve avec des produits low cost. Donc on s'aligne avec des gens qui ne sont pas forcément des acteurs de l'économie circulaire, mais on se connecte à travers ces valeurs qui sont les nôtres et qui sont des valeurs du temps long, de la responsabilité assez élargie. Et sans parler de responsabilité élargie du producteur, simplement oui, le cadre légal. C'est l'autre sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que dans ce cas précis, vous ne vous considérez même pas comme concurrent, mais comme complémentaire, avec finalement les premiers metteurs sur le marché qui vous regardent comme finalement la suite de leur modèle et potentiellement des alliances à créer. Célia, je voudrais qu'on vienne sur le sujet de l'emballage, parce que là, pour le coup, on peut se dire que ce n'est pas un objet de valeur. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est obligatoire de ramener énormément de volume pour conférer de la valeur, au-delà de la réglementation qui de toute façon n'est pas respectée pour l'instant, mais comment est-ce que vous réussissez à amener de la valeur sur des produits qui n'en ont tellement pas qu'on les jette avant même de les avoir réellement utilisés? Alors cette valeur, on va l'avoir à plusieurs niveaux. Le premier, c'est l'aspect économique. Si je prends notamment les emballages professionnels, c'est vrai qu'on pense souvent à l'emballage consommateur, à la bouteille, l'emballage autour du produit, mais l'emballage aujourd'hui, il est partout. Et en fait, on ne pourrait pas avoir une économie mondialisée sans emballage. Donc les emballages du transport, les emballages logistiques aujourd'hui, on a des exemples qui montrent que quand on passe d'un carton jetable, par exemple, à une boîte en plastique qui a été optimisée, pensée pour être très bien empilée, etc., dans des camions améliorés pour la manutention, on peut gagner jusqu'à 20% de temps de gain en productivité et aussi réduire les temps au moment de la manipulation. Donc en gros, c'est de l'argent. Ça, c'est le premier point. Donc on peut réaliser des économies quand le modèle a bien été pensé dès le départ, en passant du jetable au réemployable. Le deuxième, c'est évidemment des économies d'énergie. Donc c'est parce qu'un emballage qu'on a fabriqué une fois et qu'on va laver nécessite beaucoup moins d'énergie que de le détruire pour le recycler et d'essayer de le refabriquer à nouveau à partir de matières recyclées ou neuves. Donc c'est aussi une deuxième économie financière, avec une facture énergétique qui diminue. Et on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, où tout le prix de l'énergie ont explosé. À ce moment-là, tous les fabricants d'emballage se sont tournés vers une solution de réemploi en se disant refaire tourner mon four à 1800 degrés, ça me coûte trop cher. Eh bien, je vais conserver ce que j'ai fabriqué. Je vais plutôt le laver, comme ça je vais faire de l'économie à ce moment-là. Et puis c'est aussi des gains d'économie, donc plutôt pour le territoire, parce que ce sont des emplois locaux peu délocalisables. Parce qu'en fait, dans l'économie circulaire et notamment le réemploi, la réparation, on vient remettre en état un objet, un emballage au plus près des bassins de consommation. Donc on ne va pas les envoyer à l'autre bout du monde pour les rapatrier ici. Mais au-delà de la partie emballage, ce que je voulais peut-être rajouter dans la réflexion des indicateurs, on parle beaucoup effectivement de l'empreinte carbone, mais celui qui doit faire foi, c'est l'empreinte matière.
l'empreinte matière, c'est ça en fait qui va plus tard, qui doit driver toutes les politiques publiques, les stratégies d'entreprise et les valorisations des entreprises. Parce qu'en fait, l'empreinte matière, elle mesure toute la matière première qui est nécessaire, qui est mobilisée pour satisfaire la consommation finale d'un pays. C'est 13,4 tonnes aujourd'hui par habitant en France. 2 pour rappel. Exactement. Ouais. Et on le sait tous qu'aujourd'hui, cette matière première dont on a besoin pour satisfaire notre économie actuelle, qui est très tournée effectivement vers la transition énergétique, la mobilité, comment s'appelle, tout ce qui est informatique, fabrication d'ordinateurs, data center, etc., c'est pas dans nos sous-sols. Ça vient de loin. Donc si on veut être davantage résilient à terme, donc on revient encore avec cette notion de faire de l'économie financière, on doit mesurer notre économie, mesurer les entreprises, la fabrication des produits à l'aune de l'empreinte matière. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire, c'est un des secteurs qu'on peut valoriser financièrement. Enfin, j'imagine que plus personne n'est à convaincre sur ce sujet. Sixtine, chez Circulaire, vous avez donc 10 coalitions. Est-ce que rapidement, tu peux nous faire un focus sur les enjeux et tu nous as parlé de cette coalition industrie, mais où est-ce qu'elle est de cette deuxième année que vous avez embarquée? Quels sont tes objectifs? Justement, ça va faire une excellente transition avec ce que tu disais juste avant, Célia. Non, mais c'est tout construit pour, oui, excuse-moi. Tout est construit. On a répété beaucoup ensemble. Et ça fera écho aussi à ce que tu disais, Laurence. Moi, avant de travailler dans l'économie circulaire, j'ai travaillé dans la sustainability, la RSE au sens large. Et ce que je constate, c'est que en effet, c'est beaucoup plus facile de prouver le ROI sur des projets d'économie circulaire que sur des projets multi-externalités positives. Parce qu'en effet, on parle de flux de matière. Et donc, on est capable de les quantifier, on est capable de les monétiser et de les projeter à 1, 2, 3 ans. Nous, on fait beaucoup de modélisation environnementale, bien sûr, ACV, etc., mais aussi des modélisations économiques. Et pour revenir à l'industrie circulaire, l'objectif de cette année 2, ça va être de mesurer le chiffre d'affaires circulaire de chacun de ces industriels. Donc les industriels, c'est Safran, Legrand, Thales, Alstom, Geodis, Eiffage, etc. Bon, ils ne sont pas forcément connus pour être des exemples de circularité, et pourtant ils font certainement en partie de la circularité sur certaines de leurs activités. Donc il va déjà y avoir un objectif de définir des critères communs de ce que c'est que la circularité, évidemment, et on a une autre coalition d'ailleurs qui a réfléchi à ça avec de nombreuses banques industrielles et autres, donc on va s'inspirer de ces travaux-là. Et une fois qu'on a défini le chiffre d'affaires circulaire, qui a priori sera assez bas, on pourra aller voir le top management pour dire bon, bah, comment est-ce qu'on le fait grossir, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour le faire grossir. Et il y a un autre moyen aussi de les convaincre, c'est de regarder le chiffre d'affaires global et de regarder le pourcentage de ce chiffre d'affaires qui est à risque parce que dépendant de matières premières critiques et ou stratégiques. Et donc là, typiquement, vous avez une activité qui fait 30%, vous allez voir votre top management et vous dites, bah, cette activité-là, elle dépend à X% du silice, du rhodium, de je ne sais quoi. On va avoir un sujet, en fait, dans quelques années. Ça va aller un peu plus vite, a priori, que si vous arrivez avec l'ACV. On pourrait espérer que ça suffise de venir avec l'ACV, hein, mais force est de constater que ça ne suffit pas pour des différentes raisons et on agit sur les leviers sur lesquels on peut agir et celui-ci on peut. Donc l'industrie circulaire, la coalition industrie circulaire, l'objectif sera donc en grande partie de faire ça en plénière et on ouvre aussi pour cette deuxième année des labs opérationnels dans lesquels les entreprises ont commencé à monter des projets communs, donc pas juste réfléchir ensemble mais monter vraiment des projets communs. Et il y en a deux notamment qui sont intéressants à vous décrire. Le premier, c'est un cadre de coopération autour justement des matières premières critiques et ou stratégiques. Donc pour le moment, c'est l'acier, l'aluminium et le cuivre qui sont des matières qui sont communes à beaucoup de ces industriels que je vous ai cités, qui vont être regardés de plus près. On va aller chercher des financements au niveau européen pour regarder comment est-ce qu'on peut récupérer cette matière-là plutôt que d'aller la réextraire. Et le deuxième lab dont je voulais vous parler, c'est autour des 3 E. Donc là, c'est de faire un take-back programme commun donc, autour des déchets électroniques énergétiques. Très bien. Un vrai sujet. Ouais. Alors, c'est le mot de la fin. J'espérais qu'il nous reste 4 minutes, une pour chacun. Il en reste 3, donc c'est battle. Le mot de la fin,
on comprend quand même que le sujet de l'économie circulaire est suffisamment quand même concret et peut-être à gagner en maturité, donc susceptible de ne pas être emmené par le vent mauvais qui souffle. Néanmoins, il faut quand même se méfier et mettre son cache-nez. Quel serait votre mot de la fin, votre conviction ou votre élan, ce que vous avez envie de partager pour conclure cette table ronde? Et je vous laisse commencer comme vous le souhaitez. Ah ben non, si. Commencer rapidement. Moi, j'aimerais juste que s'il y a une chose à retenir, c'est que l'économie circulaire, c'est vraiment un enjeu de robustesse et de résilience des chaînes de valeur. C'est comme ça qu'il faut en parler aujourd'hui. Ça a plein d'externalités positives sur plein d'autres sujets, mais pour convaincre, que ce soit les politiques ou les industriels, c'est vraiment avec ces termes-là qu'il faut en parler. Et on a de quoi le démontrer, en fait, que ce soit d'un point de vue sur les emballages, sur l'industrie, d'un point de vue économique, d'un point de vue sécurisation des approvisionnements. On vous a donné plein d'exemples. On a vraiment de quoi l'illustrer et je pense qu'il faut changer le narratif là-dessus. Et le faire savoir. Et le faire savoir, tout à fait. Merci. Peut-être le mot de la fin, on a une filière industrielle qui est naissante. Le vent mauvais, il nous souffle dessus. Il y a une des plus belles usines circulaires qui est en train de fermer aujourd'hui, Black Star, dans le Nord. Il y a 150 emplois qui sont attaqués aujourd'hui. Donc on est une filière industrielle qui est naissante. Comme toutes les filières industrielles naissantes, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, même pour décrire notre filière industrielle, c'est difficile. On n'existe pas dans la statistique économique parce qu'on n'a tout simplement pas de code NAF. Donc le mot de la fin, un code NAF pour le réemploi, ça serait déjà très bien. Pour un code NAF, voilà. Exactement. Hashtag pour un code NAF. Le mot de la fin, un peut-être dirigé vers les pouvoirs publics, c'est que on a quand même un arsenal législatif et réglementaire hyper puissant en France. Et effectivement, la question est celle du respect, de l'atteinte des ambitions qu'on a avec. Il faut sans doute des moyens, effectivement, pour que nos législations et nos réglementations puissent réellement être mises en œuvre. Mais de se rendre compte à quel point ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne jusqu'au financement du secteur privé. Et je me dis souvent qu'on devrait beaucoup plus travailler entre privé et public, parce que pour 1 euro investi par le public, en bonne entente et en bonne intelligence, ça donne 4 euros si on le fait intelligemment avec la participation du secteur privé. Donc plus globalement, je trouve que pour l'avenir, sur des sujets comme ça qui demandent du temps long, et de la résilience aussi dans les modèles de financement. On a besoin de l'État, en fait on a besoin d'intelligence collective avec les pouvoirs publics, privés et publics, et on a besoin du privé, des fondations et des gens qui sont capables de s'engager sur des modèles un peu plus différents, avec des logiques de long terme et de rendement qui soit adapté aux besoins auxquels on répond. Très bien, merci. Très rapidement, Célia, pour clore. L'économie circulaire, elle n'a pas tant besoin d'un cadre législatif, elle en a un. Elle n'a pas besoin de solutions, elle en a déjà, qui sont là tout autour et qui sont opérationnelles. Elle a besoin de volonté politique pour mettre en œuvre ce cadre législatif. Et elle a besoin de rendre visible aussi cette économie, parce que cette économie, elle n'a pas forcément de lieu pour se rassembler. Et nous, on l'a créée. C'est Reuse Economy Expo, et c'est là où on va pouvoir effectivement faire passer de l'intention à l'action, avec plus de 500 solutions qui seront opérationnelles présentées, et aussi des débats France-Europe pour pouvoir avancer concrètement sur les solutions. Donc je vous donne rendez-vous 19-20 mai à Paris, porte de Versailles, pour Reuse Economy Expo. Il faut que les événements à impact se soutiennent les uns les autres. Merci pour ce rappel. Merci à tous les 4, c'était passionnant. J'espère que vous avez trouvé ça passionnant. Cette table ronde est terminée. Rendez-vous à 14h pour les prochaines interventions. Merci beaucoup.